Bonjour à tous. Merci beaucoup de rester pour nous écouter, enfin plutôt pour écouter Olivier. Donc Olivier Jaillon, tu es donc CEO de Wacam. Peut-être que certains d'entre vous connaissent plutôt sous le nom de la Parisienne Assurance. Vous avez changé de nom il y a 1 ou 2 ans à peu près. Alors je vais rapidement présenter Wacam parce que ça va pas être non plus le sujet aujourd'hui. Mais donc Wacam est un assureur qui est pas tout jeune, 1829, et c'est un assureur. Vous êtes un peu un ovni dans l'assurance. C'est un peu, je veux dire, hybride, puisque vous faites principalement, enfin, que de la marque blanche, soit pour des acteurs traditionnels, des courtiers, des réassureurs, mais aussi pour des fintech, des insurtech, et vous avez signé notamment des contrats avec Revolut, Uber, Deliveroo, Getir, donc dans la livraison de courses. Et alors du coup, on se demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi Wacam parle de blockchain aujourd'hui? Comment un petit peu c'est venu exactement, et qu'est-ce que vous avez commencé à faire là-dedans? Bon, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est une vieille société, mais qui s'appelle Wacam depuis un peu plus d'1 an. Donc, pour avoir la chronologie des événements. Alors, comment on est venu à la blockchain, qui est maintenant étroitement imbriquée avec notre modèle économique? C'est que tu citais les accords qu'on a fait avec des plateformes comme Deliveroo, Uber, Revolut. On a aussi signé un accord avec Amazon maintenant. Et en fait, on s'est un petit peu spécialisé sur ce qu'on appelle l'assurance embarquée. C'est-à-dire que les produits d'assurance sont étroitement imbriqués dans d'autres produits, d'autres services. Donc, par exemple, un livreur Deliveroo, il va être assuré chez nous pour les 8 ou les 12 minutes qu'il va passer sur son vélo ou sur son scooter pour vous apporter votre repas chez vous. Et la même chose avec Uber, la même chose avec Amazon, puisque le deal qu'on vient faire est autour du service Prime partout en Europe. Donc, les franchisés qui vont délivrer très rapidement en bas de chez vous un colis ou quoi que ce soit d'autre vont être assurés chez nous pour ce trajet. Donc ça veut dire qu'on fait beaucoup d'assurance à l'usage. La conséquence de cette assurance à l'usage, elle est évidente, c'est que les primes moyennes qu'on collecte pour ces trajets sont extrêmement faibles. Je vais vous donner un exemple. Uber en Angleterre, la prime moyenne pour nous sur un trajet, c'est 1,89 livre. Donc je suis très précis, mais c'est pour le joke, mais c'est pour vous imaginer que transacter cette prime, en fait, il faut que les coûts de friction et les coûts de transaction de cette prime soient extrêmement faibles. Donc, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit quelle est la technologie qu'on peut utiliser pour en fait enregistrer cette transaction. En plus que cette transaction soit pérenne en termes de data, qui ait une immutabilité de l'information, qui ait une traçabilité de l'information. Et évidemment, donc on est venu automatiquement à la blockchain. Et après, il a fallu travailler sur ces coûts de transaction. Et donc, on s'est d'abord servi de la blockchain pour, comme une espèce d'immense base de données traçable des contrats d'assurance. Et puis, les contrats d'assurance, c'est quelque chose de très sérieux, je vais dire, parce que le fameux livreur Prime ou le fameux livreur Deliveroo, s'il a un accident sur la route et que malheureusement, il y a un accident corporel où il tue quelqu'un, il faut qu'on ait véritablement une trace du moment où la garantie a démarré et le moment où la garantie s'est arrêtée. Donc vous pensez bien que pour nous, la traçabilité et l'aspect infalsifiable notaire digital de la blockchain est extrêmement important pour nous. Et donc on s'est servi de la blockchain pour pouvoir enregistrer toutes ces transactions et les tracer. Et maintenant, on est arrivé à des coûts de transaction qui sont en dessous de 4 centimes d'euros, à peu près. Et par quelle blockchain? Parce qu'effectivement, il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Enfin, Oui. Ça dépend des moments. Absolument. Alors, alors d'abord, je vais répondre à quelle blockchain, mais il y a aussi, évidemment, on parlait dans la table ronde précédente du côté hybride. Je vais réemployer ce mot hybride pour savoir il faut être, en termes de design et d'architecture technologique, assez smart sur qu'est-ce qu'on met dans la blockchain et qu'est-ce qu'on laisse en dehors de la blockchain en termes de business logique. Parce qu'évidemment, tout le monde le sait, plus on transacte à l'intérieur de la blockchain, plus il y a des gas fees, plus ça peut être coûteux, etc. etc. Donc nous, on a commencé par une blockchain privée, parce qu'on a commencé, il y a déjà un grand nombre d'années à faire ça. On avait, comme tous les autres, je pense, un petit blocage psychologique sur le côté open source, sur le côté visibilité des données, etc. On a fini par casser nos propres blocages psychologiques. Donc on a commencé par une blockchain privée.
Et maintenant, on est en train de migrer l'intégralité de notre plateforme dans une blockchain publique. Et on va aller principalement sur Tezos. Parce qu'on a aussi... alors, je reprends les mots de la table ronde précédente, mais je ne sais pas si c'est une utopie ou une réalité. Mais en fait, on voudrait faire accepter aux régulateurs que cet enregistrement dans la blockchain ait la même validité juridique qu'un contrat signé par deux parties. Et pour faire ça, Tezos nous semblait aussi un bon partenaire parce qu'il y a tous les aspects de preuve formelle d'exécution des smart contracts qui permet de nous donner un pouvoir supplémentaire vis-à-vis du régulateur sur la bonne exécution de la transaction. Et puis, c'est un projet français, on est une boîte française, donc c'est le choix qu'on a fait. Et ça pose pas effectivement de problème, le fait qu'il n'y ait pas de responsable, entre guillemets, derrière cette blockchain, du point de vue régulateur? Alors, c'était un très bon point. J'ai bien aimé l'échange sur ce sujet-là autour des régulateurs. Effectivement, le régulateur, ça ne fonctionne pas très bien dans sa tête. L'absence de centralisation et la régulation. Effectivement, pour réguler, il faut centraliser, il faut avoir un pouvoir et il faut pouvoir exercer son pouvoir sur quelqu'un. Donc, quand c'est décentralisé, on exerce son pouvoir sur personne. Et effectivement, il y a aussi parfois tout simplement un manque d'entité juridique auquel on puisse s'adresser en cas de litige. Moi, je pense qu'on peut convaincre le régulateur sur ce sujet-là. Il faut juste être extrêmement pédagogique et didactique sur la bonne exécution justement de ces opérations automatiques dans la blockchain et lui montrer que statistiquement, en fait, le risque de fail ou le risque de hack est bien inférieur à une méthodologie standard. Je vais juste donner un exemple de chiffres. On estime aujourd'hui que dans l'industrie de l'assurance, falsifier des contrats signés entre les deux parties à la main, que ce soit par une signature électronique ou une signature manuelle, ça coûte entre 4 et 5 points de marge aux assureurs. Donc, je pense qu'on peut assez facilement démontrer aux régulateurs qu'on n'atteindra jamais ces niveaux de falsification dans la blockchain, parce que, a priori, aujourd'hui, on n'a jamais démontré que ce sujet puisse être hacké ou il peut y avoir des fails, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de fraude. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous passez tous les contrats sur cette blockchain Alors aujourd'hui, pour être complètement transparent, il n'y a pas non plus tous les contrats de Wacom qui sont dans la blockchain. Nous, on a plusieurs millions de contrats dans une trentaine de pays en Europe. Néanmoins, on a aujourd'hui plus de 700 000 polices d'assurance dans la blockchain. Parce que nous aussi, on doit faire un travail pédagogique avec les partenaires pour pouvoir les éduquer et leur amener cet outil technologique et les convaincre que cet outil technologique a une vraie valeur pour eux. Donc on a aussi, nous, un chemin à faire. Mais la réponse est oui. En tout cas, tous les contrats qui ont été souscrits depuis l'origine et ceux qui sont souscrits au quotidien chez nous vont être basculés dans la blockchain publique, oui, absolument, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, ok. Et effectivement, est-ce que vous avez, parce que c'est pas la première fois dont vous parlez, tu parles d'ailleurs de ces sujets-là en public, soit dans la presse. Est-ce que du coup, il y a d'autres assureurs qui sont venus te voir? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un effet ou pas depuis? Alors oui, c'est intéressant. Alors je vais malheureusement pas pouvoir donner de nom, mais il y a effectivement un grand assureur mondial, puisque ce système, alors qu'on appelle dans notre jargon d'assureur un policy admin system, donc c'est un système de gestion administrative des polices d'assurance. Maintenant qu'on est convaincu de la viabilité et qu'on en a vu le succès dans les faits et que ça nous a permis de réduire notre expense ratio, parce qu'encore une fois, le fait que chaque police nous coûte quelques centimes, ça a permis de diminuer nos coûts. On est en train d'étendre les capacités de ce système pour qu'il puisse gérer l'intégralité des produits d'assurance. On était plutôt sur les sujets paramétriques jusqu'à maintenant. Donc on l'étend dans ses fonctionnalités métiers et on l'étend dans les produits qui peuvent être gérés par cette plateforme. Et il y a un grand assureur mondial, il n'y en a pas beaucoup, qui nous a proposé que ce sujet soit mis en co-développement avec eux. On y réfléchit. Et évidemment, il y a toujours la logique de est-ce qu'on donne un avantage concurrentiel à un de nos concurrents ou pas. Mais encore une fois, je pense qu'il faut shifter de mindset. Il y a une grande partie de ça qui va être en open source. Donc, co-développer avec un grand assureur mondial pourrait véritablement avoir un sens pour nous, quoi. Il y a aussi un grand assureur qu'on connaît bien, AXA, qui avait fait des expérimentations sur la blockchain en indemnisant automatiquement du retard d'avion. Ça, c'est quelque chose que vous faites, que vous pensez?
C'est quelque chose qu'on fait au quotidien aujourd'hui, parce qu'effectivement, la plateforme technologique non seulement gère les polices, mais quand l'assurance est paramétrique, gère également l'indemnisation de manière automatique des sinistres. Alors, on a des produits de retard d'avion, comme l'avait fait AXA, qui s'appelait Fizi, mais qui a été arrêté. On a des choses un peu plus funky, un peu plus rigolotes pour égayer peut-être vos vacances. Si vous allez passer vos vacances en Grèce cet été, si vous prenez un ferry entre une des îles, vous aurez une garantie contre le risque que votre ferry puisse être en retard. Dans votre ticket, ça sera assuré chez Wacam, et puis ça sera géré par la blockchain, et ça sera indemnisé par la blockchain si jamais votre ferry est en retard. Donc oui, on fait des choses comme ça. À partir du moment où on arrive à trouver véritablement un événement, parce que c'est ça l'assurance paramétrique, arriver à trouver un oracle, un trigger qui nous dit oui, non, le sinistre est survenu, et puis il faut forfaitiser le coût du sinistre pour qu'il n'y ait pas d'intervention humaine. Donc on essaye de le faire au quotidien. Maintenant, c'est pareil, il y a un travail de pédagogie et d'éducation, là pour le coup, sur le produit d'assurance, plus que sur la technologie, quoi. Et quand même, le petit point, on va faire un petit point talent quand même, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est facile de recruter des gens dans l'assurance qui veulent bosser sur des projets blockchain, crypto? C'est l'enfer. Non, alors, au-delà de l'enfer de la gestion des talents au quotidien, d'abord, on est dans une industrie qui n'est pas super sexy. Je ne pense pas que vous ayez rêvé en sortant de l'école de rentrer dans le domaine de l'assurance. Donc il faut qu'on se batte contre cette image. Nous, on pense qu'on fait un métier très sympathique, très rigolo. Donc on a une industrie qui est en train de bouger, quoi, pour la première fois. Donc ça change un peu de choses. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, on n'a pas véritablement besoin de gens qui connaissent l'assurance. Je crois que le vrai sujet, pour moi, et c'est ce qu'on essaye, nous, de faire avec Wacam au quotidien, on n'est pas au bout de la route, c'est de créer une véritable culture des contributeurs individuels dans les entreprises. En fait, les gens qui vont développer dans la blockchain, c'est comme aussi chez nous des data scientists ou des actuaires, c'est des gens qui contribuent de manière individuelle à la valeur de l'entreprise. Donc c'est des gens avec lesquels il ne faut pas faire d'erreur de carrière. C'est-à-dire que quand ils deviennent extrêmement bons, il ne faut pas chercher à les passer managers, à leur faire gérer des équipes. Ce qu'ils aiment, c'est créer, quoi. C'est laisser leur marque. C'est des artistes. Donc un artiste aime laisser sa marque. Un grand codeur, que ce soit dans la blockchain ou autre chose, il aime laisser sa marque et il aime trouver. Donc je pense qu'il faut toutes les organisations qu'on pivote. Alors comment on le fait nous ? On a des marqueurs culturels forts. Et surtout, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de créer une vraie culture, et je pense que pour le coup, la pandémie a aidé à passer un peu le cap psychologique, une vraie culture full remote, pour que le radius des talents qu'on peut collecter soit pas de 50 km autour de notre bureau, mais soit la planète. Et quand je dis la planète, c'est pas se dire on va embaucher des gens à Lyon, à Bordeaux, c'est de se dire on va peut-être avoir des gens qui seront en Argentine, qu'on arrivera à faire bosser de manière asynchrone. Donc il faut mettre aussi une culture de la communication asynchrone. Tout ne peut pas se passer en réunion. Il faut que les choses soient documentées, écrites. Et puis, il faut arriver à les intégrer dans le projet d'entreprise aussi, parce qu'ils vont être loin, ils vont être isolés. Donc, comment on leur fait partager nos marqueurs culturels, comment on leur fait partager la vision de l'entreprise. Donc, nous, on travaille beaucoup pour créer, en fait, ce talent pool mondial, au lieu d'un talent pool qui fasse 50 km autour de notre société. On travaille sur les marqueurs culturels. On travaille sur la fierté, on travaille sur la communication asynchrone. Et c'est, à mon avis, grâce à ça, qu'on pourra, je parle de nous, notre écosystème ici en France, parce que là, on est dans une réunion qui réunit l'écosystème crypto en France. C'est comme ça que je pense qu'on peut gagner la partie, véritablement. Et je pense que c'est le grand enjeu pour trouver des talents, quoi. Et sinon, pour terminer, c'est quoi les prochains, un peu les projets dans les cartons que vous avez chez Wacam, en lien évidemment avec la blockchain? Alors, il y en a pas mal. Alors, ils sont à des niveaux de maturité différents. Il y en a qui sont au niveau de la réflexion, il y en a qui sont au niveau de l'exécution, quoi. Donc, peut-être parler de ceux qui sont au niveau de l'exécution. Nous, on est un assureur, on a le statut d'assureur. Néanmoins, on transfère une grande partie de notre risque aujourd'hui à des réassureurs et demain au marché financier. Et quand je dis demain, c'est d'ici quelques mois. On est en phase de finalisation. Et comment on peut transférer une partie de nos risques au marché financier ? C'est grâce à une STO, quoi.
Donc en fait, on travaille sur une STO depuis déjà longtemps. Et, traduit quand même. Pardon, Security Token Offering, mais bon, voilà, on est au Crypto Day, donc, mais tu as raison, il faut que je ne paye trop d'acronymes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va tokeniser sous forme d'un produit financier le risque qui est sur notre bilan et céder une partie de ce risque qui est sur notre bilan avec un return pour les investisseurs à travers une plateforme de tokenisation. Donc c'est un processus complexe et pas tellement technologiquement, plus juridiquement. Et plus, parce qu'on doit passer par des plateformes standards de titrisation, on voit une réticence des banques françaises à nous accompagner sur ce type de sujet. Donc ça, on est vraiment en phase de finalisation. Enfin, ça fait longtemps qu'on bosse dessus, trop longtemps. Mais néanmoins, je pense qu'on est en phase d'arriver. Après, on a un autre sujet. Alors là, un peu plus, on va prendre un cran d'abstraction. On parlait aussi des DAO. Si on réfléchit au monde de l'assurance, la DAO est un sujet qui s'applique parfaitement au monde de l'assurance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien? On a des risques, on les price, et puis en face de ces risques, on met des assets, quoi. Donc, d'ailleurs, au sein d'une compagnie d'assurance, on a un gros pan de business qui s'appelle l'ALM, c'est le Asset Liability Management. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des liabilities. Les liabilities, c'est le fait qu'on vous assure, vous, pour votre voiture, votre appartement, et que c'est une liability, on peut avoir un sinistre. Donc ça, c'est les liabilities qu'on porte sur notre bilan. Et en face, on a des assets. Les assets, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a mis dans la société. C'est les primes qu'on collecte de chez vous pour pouvoir payer les sinistres le jour où il y a un problème. Une DAO qui est véritablement de manière décentralisée, une organisation autonome et l'outil idéal pour faire matcher de manière automatique des assets et des liabilities. Donc on peut imaginer une plateforme où des distributeurs viendraient poster leurs risques. En disant, voilà, j'ai un risque, je le décris. Ce risque, il est assessé par la communauté décentralisée. Alors probablement, petit mode hybride, on y mettrait un espèce d'entité qui aiderait au pricing, quoi, qui donnerait des opinions. Donc c'est là où il faut trouver le fine line entre une petite forme de centralisation, mais garder quand même la philosophie de l'outil autour de la décentralisation. Et en face, on aurait des investisseurs qui disent OK, à ce prix-là, je suis d'accord pour backer ce risque. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait une compagnie d'assurance, nous, au quotidien? C'est ce qu'on fait. On regarde des risques, on les analyse, on les price, et on dit en face à Uber, à Revolut, à Deliveroo, à Getir, à Amazon, OK, ton risque, à ce prix-là, je suis d'accord pour le prendre. Donc imaginez ce que nous, on fait au quotidien avec nos petites mains, alors avec une plateforme digitale, parce que je ne vais pas faire de promo de la boîte, mais on fait plus de 500 millions de chiffre d'affaires avec 160 personnes. Donc on est déjà très automatisé, très digitalisé, mais on peut imaginer d'aller un cran plus loin et que cette relation entre les risques et les assets soit faite de manière automatique et décentralisée par une DAO. Et là, on en est au stade de la réflexion conceptuelle, mais c'est un système qui nous semble extrêmement pertinent pour le monde de l'assurance. Écoute, on va suivre ça. Merci beaucoup, Olivier, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.